Bonjour, donc après avoir fini de parler du métabolisme du glucose et notamment de la voie de dégradation du glucose avec la glycolyse et le cycle de Krebs et ce qui peut se passer entre les deux, et bien là nous allons parler du métabolisme du glycogène. Le glycogène, j'ai pas besoin de vous rappeler sa structure, c'est donc un homopolysaccharide ramifié qui sera composé de plusieurs unités de glucose qui seront liées, qui seront unies par des liaisons intra-chaîne alpha 1, 4 et des liaisons interchaînes alpha 1, 6. Et donc il sera composé de plus de 50 000 unités de glucose, ce qui est énorme. Donc vous vous rendez compte un petit peu de son rôle dans le stockage du glucose à l'intérieur de la cellule. Et puis ce glycogène, il sera localisé au niveau du foie et du muscle. Et ça c'est très intéressant et très important à reconnaître parce que comme le glycogène il est situé à l'intérieur du foie et du muscle, et bien forcément son métabolisme va se dérouler dans le même siège. Et puis le glycogène va également avoir une forme particulière à l'intérieur des cellules. Il y aura une forme où il va exister sous forme de granules cytosoliques. Et donc, comme on l'a dit, ce glycogène, c'est la forme de stockage du glucose à l'intérieur de la cellule. Et bien, vous pouvez vous poser cette question, la question suivante. Pourquoi le glucose ne va pas-il exister sous une forme libre? Pourquoi il doit donc se rassembler sous forme de glycogène? Eh bien, tout simplement parce que ces deux molécules n'ont pas les mêmes propriétés sur le plan osmotique. Autrement dit, le glycogène, il est beaucoup moins actif sur le plan osmotique et donc la cellule va préférer stocker le glucose sous cette forme-là. Je vous explique. Bon, donc pour rappel, la pression osmotique, c'est quoi? C'est la pression qui va naître, que va générer une molécule qui sera osmotiquement active. C'est quoi une molécule osmotiquement active? C'est tout simplement une molécule qui est capable d'attirer l'eau. Donc si je vous représente ici le glucose sous cette forme-là, et ça c'est la cellule, donc le glucose il aura cette capacité d'attirer l'eau de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Et vous vous imaginez un peu, si on a plusieurs glucoses, on aura donc beaucoup d'eau qui va rentrer à l'intérieur de la cellule, et à un moment la cellule elle va littéralement exploser parce qu'il y a trop de liquide à l'intérieur. Et en rassemblant ce glucose sous la forme de glycogène, le glycogène qui est une molécule qui est beaucoup moins soluble et donc beaucoup moins active sur le plan osmotique, eh bien, nous allons réduire ce risque en fait. Nous allons donc stocker le glucose à l'intérieur de la cellule sans risque d'endommager cette cellule, tout simplement. Le glycogène va faire partie de deux voies métaboliques, qui sont les suivantes. Nous avons donc la voie anabolique, qui est la glycogénogénèse, qui à partir du glucose va générer du glycogène pour le stocker à l'intérieur des cellules. Et là, l'enzyme la plus importante, c'est la glycogène synthase. Nous avons donc bien entendu plusieurs réactions, mais l'enzyme la plus importante, c'est la glycogène synthase. Okay, et le métabolisme du glycogène, un autre métabolisme du glycogène qui est le métabolisme catabolique, c'est ce qu'on va appeler la glycogénolyse. Dans ce cas, l'enzyme la plus importante sera la glycogène phosphorylase et nous allons voir à quel niveau elle va intervenir très exactement quand on va exposer les différentes réactions chimiques. Entre parenthèses, contrairement aux autres voies métaboliques, là, ces réactions chimiques, vous devez quand même les connaître parce que, on ne va pas vous poser des questions sur la réaction directement, mais ça va être une question indirecte qui suppose que vous connaissez la réaction. Et je vais vous expliquer ça quand on va parler des différentes réactions. Entre parenthèses, donc, là, j'ai parlé du catabolisme du glycogène. Ce catabolisme, il va donc se dérouler, bien entendu, à l'intérieur de la cellule, au niveau du foie et du muscle, comme on l'a dit, parce que le métabolisme du glycogène, que ce soit le métabolisme anabolique ou catabolique, il va se dérouler à ce niveau-là. Mais, sachez qu'en fait, nous avons également un catabolisme qui va se dérouler au niveau du tube digestif. Effectivement, si vous consommez un aliment qui sera riche en glycogène, au niveau du tube digestif, nous allons le fractionner en glucose ou en disaccharides.
ok? Mais ça, on ne va pas appeler ça une glycogénolyse. Du moins, ça va être une glycogénolyse qui va concerner le glycogène exogène. Alors que là, quand on parle de glycogénolyse, nous parlons bien d'un catabolisme du glycogène endogène, c'est-à-dire le glycogène que nous avons préalablement synthétisé par la voie anabolique. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous commençons par la glycogénogénèse. Donc, la glycogénogénèse, c'est donc la voie anabolique du glycogène. Nous allons le synthétiser à partir du glucose et elle va faire intervenir 6 réactions. L'enzyme la plus importante, je vous le répète, c'est la glycogène synthèse. C'est effectivement au niveau de cette enzyme que nous allons réguler cette voie, que toute la régulation va s'opérer. Ok ? Et donc nous avons 6 réactions. Ces 6 réactions, nous pouvons les diviser en 2 parties. Nous avons 3 premières réactions qu'on appelle les réactions d'activation, ok, et 3 autres réactions qui concernent en fait la synthèse du glycogène proprement dite. Bien. Pour les 3 réactions de préparation, c'est quoi en fait? C'est tout simplement la transformation du glucose en UDP-glucose. Effectivement, pour qu'on puisse rassembler ce glucose sous forme de glycogène, nous devons d'abord le transformer en UDP-glucose. Donc on va, entre guillemets, appeler ça la forme active du glucose pour qu'il soit intégré dans notre molécule de glycogène. Comment va-t-on transformer ce glucose en UDP-glucose? Eh bien, on va passer par 3 étapes. D'abord, une étape d'activation, en quelque sorte. Enfin, c'est pas en quelque sorte, c'est réellement l'étape d'activation du glucose. C'est quelque chose que nous avions déjà cité quand nous avions parlé de la glycolyse. Donc le glucose, pour qu'il soit activé, nous allons le phosphoryler au niveau de son 6e carbone pour donner le glucose 6-phosphate. Pour rappel, cette phosphorylation, elle aura 2 rôles. Elle va de 1 rendre ce glucose beaucoup plus actif, c'est-à-dire qu'il aura tendance à réaliser plus de réactions, donc il sera beaucoup plus réactif, ok, et elle va l'empêcher de sortir de la cellule. Il va rester coincé, stocké à l'intérieur de la cellule. Il sera piégé à l'intérieur. Voilà. Donc l'enzyme, j'ai pas besoin de vous le répéter, c'est la glucokinase. Pour rappel, quand nous avions parlé de la glycolyse, nous avions dit que cette première réaction d'activation, de transformation de glucose en glucose 6-phosphate, elle se déroulait sous l'action soit de l'exokinase, soit de la glucokinase. Or, ici, nous parlons uniquement de glucokinase parce qu'effectivement, quand nous voulons stocker du glucose, c'est qu'il est présent en grande quantité. Donc, nous n'avons pas besoin nous n'avons pas besoin d'avoir recours à cette exokinase qui, elle a une forte affinité pour le glucose, donc elle aura tendance à détecter le glucose qui sera présent en faible quantité. Or là, on est dans la situation contraire, complètement opposée. Nous sommes dans la situation où nous avons beaucoup de glucose et nous voulons le stocker. Donc nous allons avoir recours à cette enzyme, la glucokinase, qui a une faible affinité pour le glucose. Et c'est elle l'enzyme qui va participer dans cette réaction de glycogénèse, de glycogénogénèse, ou de glycogénèse, c'est la même chose, que ce soit au niveau du foie ou au niveau du muscle. Ok, glucokinase. Ensuite, nous avons une isomérisation de ce glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate. Elle va se faire grâce à une phosphoglucomutase. C'est pas l'enzyme la plus importante. Et donc, la deuxième étape, c'est donc une isomérisation. Juste après, ce G1P, on va le transformer en UDP-glucose. Et c'est cette UDP-glucose qui va directement participer à la synthèse du glycogène. Donc cette réaction, elle va se dérouler grâce à une enzyme qu'on appelle la glucose 1P uridyltransférase, ou la glucose 1-phosphate uridyltransférase. Et voilà, nous aurons donc synthétisé notre UDP-glucose. Cet UDP-glucose, il ne sera pas directement intégré au niveau de cette molécule de glycogène. Ce qui va se passer, les toutes premières réactions qui vont initier la synthèse du glycogène, c'est des réactions d'autocatalyse. Donc, tout va commencer par cette protéine qu'on appelle la glycogénine, qui va jouer le rôle d'un primer ou d'une amorce. Et ce qui va se passer, c'est que quand cette glycogénine, elle est libre à l'intérieur de la cellule,
eh bien nous aurons spontanément une molécule de glucose, je dis bien de glucose, pas d'UDP-glucose, de glucose qui va venir l'attacher. Nous aurons ainsi comme ça des molécules de glucose qui vont s'autocatalyser pour former une chaîne de 8 glucoses. Et c'est à partir de là que nous aurons l'intervention de l'UDP-glucose. Et bien l'UDP-glucose, il va rejoindre cette molécule qui est préalablement formée. Donc après avoir catalysé 8 molécules de glucose, alors entre parenthèses, les molécules de glucose, elles vont s'autocatalyser et elles vont s'attacher les unes aux autres à partir au niveau de leur extrémité non réductrice. Okay, c'est au niveau de l'extrémité non réductrice, vous l'apprenez, parce que ça tombe dans les QCM, que nous aurons une autre molécule qui va venir s'attacher. Et bien donc là, après avoir synthétisé ces 8 molécules, ces 8 unités de glucose attachées à la glycogénine, nous aurons fini l'étape d'initiation qui ne fait intervenir aucune enzyme, c'est donc une autocatalyse. Juste après, l'UDP-glucose va intervenir, et là ce qui va se passer, c'est que nous aurons, grâce à la glycogène synthase, qui est cette enzyme la plus importante de la glycogénogénèse, une molécule de glucose qui va s'attacher au niveau de l'extrémité non réductrice de la chaîne. Okay, et cette UDP-glucose, il va laisser uniquement le glucose qui va s'attacher. Donc l'UDP, il va partir. UDP-glucose vont donc se séparer, le glucose va rejoindre la chaîne et l'UDP, il va partir faire d'autres choses. Voilà. Donc là, nous avons synthétisé une chaîne continue de glucose. Vous pouvez me dire, mais le glycogène, il est constitué d'une chaîne, mais aussi de ramifications. Dans la chaîne, nous avons des glucoses alpha unies par des liaisons alpha 1,4. Et entre une chaîne et une autre, c'est-à-dire au niveau des ramifications, nous avons des liaisons alpha 1,6. Et pour créer ces ramifications, en fait, nous avons ce qu'on appelle une enzyme branchante, et c'est elle qui va former ces chaînes latérales. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transférer 6 résidus terminaux d'une chaîne, qu'elle va coller sur une autre chaîne par une liaison alpha 1,6. Okay, et ensuite, la chaîne, elle va continuer sa synthèse. C'est-à-dire sa catalyse de glucose, en ajoutant de nouvelles molécules d'UDP-glucose. Donc voilà, c'était tout par rapport à la glycogénogénèse. Nous avons donc 6 réactions. Ces 6 réactions, elles sont communes entre le foie et le muscle. Okay, les 3 premières réactions sont des réactions d'activation ou de préparation en synthétisant l'UDP-glucose, qui va donc c'est grâce à cette UDP-glucose que nous aurons la synthèse du glycogène proprement dit. Donc voilà, 6 réactions qu'on peut diviser en 2 grandes étapes. Donc pour le métabolisme catabolique, qui est la glycogénolyse, l'enzyme la plus importante cette fois-ci, c'est la glycogène phosphorylase. Ici, c'était la glycogène synthase, là, nous avons affaire à la glycogène phosphorylase. Cette glycogénolyse, elle ne va plus faire intervenir 6 réactions, mais plutôt 5 réactions. Et attention, ce ne sont pas 5 réactions en vrai, ce sont 4 réactions qui sont présentes à la fois dans le muscle, et à la fois dans le foie et le muscle, et une seule réaction qui sera spécifique au foie. C'est-à-dire qu'au final, nous aurons 4 réactions communes, plus une réaction qui sera spécifique au foie, et cette réaction, elle sera catalysée par une enzyme particulière, et nous dirons pourquoi. Donc voilà, la 5e réaction, elle ne va pas exister dans le muscle, bien entendu, parce que le muscle ne va pas présenter cette enzyme. Il ne va pas présenter l'enzyme qui va intervenir dans la 5e réaction. Ok, donc, voilà. Donc la première étape de la glycogénolyse, c'est d'abord un clivage phosphorolytique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons une phosphorylation couplée à une hydrolyse. Autrement dit, quand nous allons couper ces molécules de glucose, on ne va pas les laisser sous forme de glucose, mais on va plutôt les phosphoryler pour en faire un glucose 1-phosphate. C'est donc une réaction de phosphorylyse qui sera réalisée grâce à l'enzyme la plus importante de cette voie métabolique qu'on appelle la glycogène phosphorylase. Ainsi donc, comme vous voyez notre molécule de glycogène, donc là nous avons une chaîne, là nous avons une ramification
par une alpha 1,4, par une liaison alpha 1,6, ok. Et là, nous avons donc nos molécules de glucose, on va les couper, hop, hop, et au final, quand on va couper cette molécule de glycogène, et elle ne sera pas entièrement découpée en glucose, ok, elle sera encore en train de libérer du glucose, c'est ce qu'on va appeler une dextrine limite. C'est-à-dire le glycogène, en libérant les G1P, il va prendre un nouveau nom qu'on appelle dextrine limite. C'est tout. Entre parenthèses, cette enzyme la plus importante de la voie de la glycogénolyse, c'est la glycogène phosphorylase, et elle va admettre comme coenzyme la PLP. PLP ou phosphate de pyridoxal. C'est en fait un dérivé de la vitamine B6. Bien, donc nous avons libéré ces G1P. Une fois ces G1P libérés, quand on va arriver à 4 molécules de glucose à partir de la ramification, ok, 1, 2, 3, 4, arrivé à ce stade-là, nous aurons l'intervention de ce qu'on appelle une transférase. Cette transférase, elle va transférer ces 3 molécules de glucose d'une ramification à une autre chaîne, sur la chaîne principale ou à une autre ramification, d'accord, comme vous voyez un peu représenté sur ce schéma. Et voilà, donc c'est ça, la transférase, elle va juste transférer ces 3 résidus de glucose sur une autre chaîne. Et puis, nous aurons un autre enzyme, ou une autre enzyme, qui est l'enzyme débranchante. Tac, elle va couper la liaison alpha 1,6 au niveau de la ramification, en fait. C'est ça, et on va libérer un glucose cette fois-ci. Au niveau de la ramification, on va libérer un glucose libre, non pas un G1P, ici, comme ici. D'accord, parce que ça, c'est l'enzyme débranchante qui va s'en charger, alors que tout à l'heure, c'était le glycogène ou la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase qui va donc libérer le G1P. Eh bien, sachez que ce G1P, il va pas rester sous forme de G1P, parce qu'il va devoir rejoindre d'autres métabolismes, comme la glycolyse, ou peut-être être libéré dans le sang, on va voir. Eh bien, nous aurons besoin de transformer ce G1P en G6P. G6P, grâce à cette phosphoglucomutase. C'est effectivement une réaction d'isomérisation. On passe d'un glucose 1-phosphate à un glucose 6-phosphate. Donc nous avons fini avec les 4 réactions qui sont spécifiques à la fois, communes à la fois aux muscles et au foie. La dernière, qui est en fait une étape d'hydrolyse hépatique, c'est en fait une étape de déphosphorylation du glucose 6-phosphate. À partir de glucose 6-phosphate, on va libérer du glucose tout court. Ce glucose, il va rejoindre la circulation sanguine. Ainsi, le foie, il est capable de libérer dans la circulation sanguine du glucose pour le distribuer finalement aux différents organes de l'organisme. Contrairement au muscle, qui va garder ce glucose uniquement pour lui, qui n'a pas cette enzyme qui va permettre de transformer le G6P en glucose pour le libérer dans le sang. Et ça, c'est vraiment une étape spécifique au foie. Notons qu'il y a une grande différence dans la capacité de stockage du muscle et du foie. Le foie, il va stocker beaucoup plus de glycogène que le muscle. Et il va stocker beaucoup plus de métabolites en général, pas uniquement le glucose. Ok ? Donc, sa fonction de stockage, elle revêt une importance majeure dans l'organisme. Et vous voyez que quand on a besoin de glucose, c'est lui qui sera en mesure de libérer ce glucose. Le foie, c'est important. Entre parenthèses, cette réaction, elle ne va pas se dérouler au niveau du cytosol comme pour les autres réactions, elle va plutôt se dérouler au niveau du réticulum endoplasmique. 2 autres informations concernant cette enzyme, c'est que d'abord, c'est le siège d'une pathologie. Effectivement, si nous avons une mutation au niveau de cette enzyme, vous imaginez un petit peu ce qui peut se passer. Nous aurons des hypoglycémies graves qui vont survenir chez les individus atteints, parce que tout simplement, nous ne pouvons pas libérer et nous ne pouvons pas mobiliser ce glucose rapidement, voilà, quand nous avons besoin. Aussi, cette glucose 6-phosphatase, nous allons la retrouver dans d'autres voies métaboliques, c'est-à-dire qu'elle est commune entre la glycogénolyse et d'autres voies. Je parle notamment de néoglucogénèse, que nous allons aborder dans une autre vidéo probablement. Et bien, cette néoglucogénèse, c'est tout simplement la synthèse du glucose à partir de résidus non glucidiques.
Ok, donc au final, on va aboutir à la synthèse de glucose. Et elle va se dérouler au niveau du foie, et notamment au niveau du foie. Et justement, c'est justement cette glucose 6-phosphatase qui va pouvoir synthétiser le glucose. Elle va pouvoir établir la dernière réaction de néoglucogénèse en synthétisant du glucose à partir du glucose 6-phosphate. Bien, donc elle est quand même assez importante pour que nous retrouvons, pour que le foie soit en mesure de distribuer le glucose au reste des organes de l'organisme. Bien. La régulation du métabolisme du glycogène, elle est très particulière. Pourquoi ? Parce que la glycogène phosphatase, qui est l'enzyme la plus importante de la glycogénolyse, et la glycogène synthase, qui est cette enzyme clé de la glycogénogénèse, parce qu'elles sont les deux le site de régulation, eh bien, elles seront portées au niveau d'une même chaîne peptidique. Et finalement, quand on va établir des modifications, par exemple une phosphorylation sur l'une, eh bien, nous aurons automatiquement un impact sur l'autre. Autrement dit, elles peuvent jamais être actives en même temps. Si l'une fonctionne, l'autre ne fonctionne pas, et inversement. Voilà. Et donc, là, je ne vais pas vous demander de l'apprendre, vous devez bien le comprendre en fait. Si je vous dis que je suis dans une situation d'hypoglycémie, ok ? L'hypoglycémie, elle va faire, en situation d'hypoglycémie, quelle hormone sera active ? Vous allez me dire le glucagon. Bon, il y a le glucagon et entre parenthèses les catécholamines en général, c'est-à-dire les hormones de stress, comme l'adrénaline, la noradrénaline, ok ? Parce que le corps, il va interpréter la faim ou le manque de glucose dans l'organisme, dans le sang, pardon, comme un manque, comme un stress. Et donc, il va libérer des hormones de stress. Ok ? Donc, hypoglycémie, elle va stimuler le glucagon et l'adrénaline. L'adrénaline et les catécholamines en général. Bref, vous l'avez compris. Le glucagon, il va devoir activer une voie. Quelle voie ? La glycogénolyse ou la glycogénogénèse ? Eh bien, il va activer la glycogénolyse, tout simplement parce que nous devons libérer du glucose dans le sang. Nous en avons besoin pour augmenter la glycémie. Eh bien, forcément, le glucagon, il aura... Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va activer la glycogène phosphatase. La glycogène phosphatase qui est l'enzyme clé de la glycogénolyse. Comment il va activer la glycogène phosphatase ? Eh bien, en phosphorylant l'enzyme, en phosphorylant ce complexe enzymatique en fait. Et là, j'ai envie de vous donner un petit moyen mnémotechnique pour vous aider à apprendre ça. Eh bien, le glucagon, généralement, quand il va agir sur des enzymes, pas généralement, tout le temps, il va les phosphoryler. Parce qu'il va agir sur une protéine qu'on appelle la protéine kinase A. Et j'ai pas besoin de vous rappeler que les kinases, elles sont faites pour phosphoryler. Et effectivement, il va rajouter un groupement phosphate. Et ce groupement phosphate, il aura soit... ça dépend de l'enzyme en fait. Il va soit activer, soit désactiver l'enzyme. Il n'aura pas toujours une fonction activatrice. Et effectivement, ici, ce qui va se passer, c'est que nous allons activer cette glycogène phosphorylase grâce à cette phosphorylation. Et là, ça tombe bien, regardez comment je vous ai aidé. La glycogène phosphorylase, elle va commencer par un P et elle sera active quand on va lui rajouter un groupement phosphate, ou voilà ce que vous voyez, ce P ici. Et en plus, le glucagon, contrairement à l'insuline, il va présenter comme des petites têtes, des petits ronds là, qui vont vous faire penser aux petites têtes ou aux petits ronds de ces phosphates. Donc hypoglycémie, elle va activer le glucagon. Le glucagon, grâce à cette protéine kinase A, va phosphoryler le complexe enzymatique qui va activer la glycogène phosphorylase, enzyme clé de la glycogénolyse, et désactiver cette glycogène synthase parce que nous voulons désactiver, bien entendu, la voie de la glycogénogénèse. Le contraire va se passer dans le cas ou dans la situation d'une hyperglycémie. Hyperglycémie, nous allons activer donc l'insuline. Okay, insuline qui va activer la protéine phosphatase 1. Cette protéine phosphatase, elle va déphosphoryler ce complexe enzymatique. Nous allons donc nous retrouver dans la situation contraire avec une glycogène synthase active, parce que nous voulons effectivement activer cette voie de glycogénogénèse pour diminuer la teneur du sang en glucose, et nous allons donc désactiver la glycogène phosphorylase parce que nous ne voulons pas recruter cette voie dans notre situation d'hyperglycémie.
Donc c'était tout par rapport au métabolisme du glycogène. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Merci pour votre attention.